Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h30 sur la CRTV, les titres du journal. Une session très attendue. Le Conseil supérieur de la magistrature s'est tenu aujourd'hui sous la conduite du président de la République. Des questions de carrière et de discipline menues et la prestation de serment des nouveaux membres de l'instance. Une agression très injuste. Une jeune élève de 17 ans a été sauvagement attaquée hier à Bamenda alors qu'elle allait passer ses épreuves du BEPC. Sa vie a été sauvée de justesse après de multiples opérations chirurgicales. Un intérim très délicat. Monseigneur Abraham Comé est le nouvel administrateur apostolique de Bafia. Il prend la tête d'un diocèse encore meurtri par la mort tragique de son berger, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. 4 heures d'horloge. Le Conseil supérieur de la magistrature aura été exceptionnellement long aujourd'hui. L'instance devait examiner les dossiers disciplinaires et l'évolution de la carrière des magistrats du siège et ceux du parquet. Les travaux du Palais de l'Unité étaient présidés par le président de la République en sa qualité de premier magistrat du pays. Au cours de cette session, les nouveaux membres du Conseil supérieur de la magistrature ont prêté serment. Le reportage d'Yves Macmezzo. Le rendez-vous de ce 7 juin 2017 au Palais de l'Unité était particulièrement attendu par la famille judiciaire et l'ensemble des justiciables de notre pays. Une attente forte, exacerbée par la poussée de fièvre observée dans certaines juridictions au cours de ces derniers mois. Et c'est avec un mélange de gravité et de fierté sur les visages que les membres du Conseil vont, les uns après les autres, faire leur entrée dans la salle des conseils ministériels située au 3e étage du Palais de l'Unité et transformée pour la circonstance en vaste prétoire. Fierté de participer au bon fonctionnement du système judiciaire de notre pays, gravité à l'idée de se prononcer sur l'évolution de la carrière des magistrats. Autour de la salle des délibérations et en attendant l'arrivée du président de la République, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux et par ailleurs vice-président du Conseil, Laurent Esso, le secrétaire du Conseil, Jean Foumanakam, le rapporteur, Marc Atobaombala, les différents membres, anciens et nouveaux, et leurs suppléants. Pendant ce temps, ont été installés dans l'antichambre les magistrats dont les dossiers disciplinaires ont été transmis au Conseil, ainsi que leurs avocats. Des informations puisées à bonne source révèlent que pour cette session de juin 2017, ce sont en tout 7 dossiers disciplinaires qui ont été enrôlés. L'arrivée du président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, viendra mettre un terme à une impatience amplement justifiée. Première articulation du programme, la prestation de serment des nouveaux membres, une prestation de serment qui va se dérouler comme le reste des travaux à huis clos. Prévue pour durer 1h30, cette session va finalement s'étaler sur 3h30. Entre-temps, les mises en cause ont été priées de quitter la salle après leur plaidoirie et c'est avec une émotion à peine contenue que leurs avocats vont résumer l'ambiance générale de la séance. Génial, génial. Le président de la République est prêt. Et c'est vraiment un père. Hein? C'est un père. Il nous a mis à l'aise. Et on n'a pas la pression qu'on imaginait avant d'arriver ici. Donc tout s'est bien passé. Je dois donc dire que j'étais très à l'aise en regardant le président de la République qui est prêt. Hein, qui est vraiment prêt à gérer. Les individus qui pensent le contraire, je crois qu'ils se trompent. Sincèrement, je vais vous dire une chose. Au quartier, on a l'impression que c'est un autre monde à l'intérieur. Donc le chef de l'État, lui, il avait la parfaite maîtrise du dossier. Le climat était détendu et l'ambiance était très bonne enfant. Émotion partagée pour les membres nouvellement admis au sein de l'auguste institution. Un moment de très grande émotion pour la première fois. Nous avons eu l'occasion de siéger aux côtés du président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons prêté serment normalement, comme cela se fait devant des cours de juridiction, devant un certain nombre de cadres, sauf que nous l'avons fait devant le chef de l'État. Commencé à 11h, c'est finalement dans les alentours de 14h30 qu'on verra les membres du Conseil regagner le perron, occasion idoine pour le vice-président du Conseil, le ministre d'État Laurent Esso, de livrer la substance des questions abordées. Les travaux ont été très denses, il y a eu beaucoup de dossiers,
Mais avant, il y a eu la prestation de serment des membres récemment nommés au Conseil supérieur de la magistrature. Ensuite, il y a eu des poursuites disciplinaires, il y a eu 7 dossiers de poursuites disciplinaires. Et ensuite, des intégrations dans la magistrature. Les auditeurs de justice récemment sortis de l'ENAM. Ensuite, il y a eu des promotions. Suivi de nominations au siège, au parquet, au ministère de la Justice. À l'issue de cette séance de marathon, le président de la République, Paul Biya, va rejoindre les membres du Conseil à l'esplanade du Palais de l'Unité pour une photo de famille, ultime acte de cette session mémorable du Conseil supérieur de la magistrature qui à coup sûr fera date dans l'histoire de notre pays. Pour la première fois, le Cameroun a célébré aujourd'hui la Journée africaine des frontières. Notre pays prend le train en marche en cette 7e édition. Le Cameroun partage plus de 450 000 kilomètres de frontières. C'était donc l'occasion pour le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation d'expliquer la politique de notre pays en la matière, brassage, cohabitation, participation et intégration. Le reportage de Jean-Paul Pondo. À l'instar de celles des autres États africains, les frontières du Cameroun sont matérialisées ou démarquées par-ci, mal délimitées ou peu tracées par-là. L'héritage de la colonisation est encore prégnante dans ces zones de prédilection des conflits entre les États voisins. Pourtant, les frontières sont des espaces de développement, comme le démontre le thème de cette célébration au Cameroun. Nous célébrons cette journée pour bien montrer que nous sommes un pays qui veut vivre en bonne intelligence avec les autres pays. Il ne s'agit pas de faire en sorte que les frontières soient des facteurs de séparation ou de division. En reprenant le message de la Commission de l'Union africaine, Jean-Gérard Mezumela, le représentant résident au Cameroun, a interpellé les jeunes à qui la journée est consacrée, ainsi que les États à prendre des mesures en vue d'une maîtrise partagée de leurs frontières. Allant dans le même sens, le ministre René Emmanuel Sadi a présenté l'approche camerounaise de gestion des frontières. Nous avons avec des États de la sous-région mis en place des comités bilatéraux, des comités ad hoc sur les frontières, sur la coopération transfrontalière, et que à l'échéance 2022, nous aurons effectivement bouclé. La problématique sur la gestion des frontières nécessite des actions concertées, nationales et multinationales, si l'on veut atteindre des objectifs assignés aux États à l'horizon 2022 par l'Union africaine. C'est un vrai paradoxe qui a suscité la réflexion autour des frontières. Les frontières, espaces de délimitation, de séparation et de différence, mais aussi espaces potentiellement catalyseurs de développement. Des experts ont croisé leurs opinions sur la question au cours d'un débat organisé à l'ENAM, banquet intellectuel pour marquer cette 7e journée africaine des frontières. Rodrigue Bertrand Tueno. Les frontières du Cameroun le séparent de 6 États en Afrique. Et comme tout État, celui du Cameroun gère ses frontières dans un savant dosage des impératifs sécuritaires, géopolitiques et économiques qu'incarnent les forces de sécurité et de défense, ainsi que diverses administrations comme celle des douanes. À la frontière, comme à l'intérieur du territoire, la douane a sa place en ce qu'elle exerce à la fois une mission fiscale, celle qui consiste à collecter les droits et taxes, une mission économique qui est une mission de régulation, une mission de surveillance et de sécurité, et enfin une mission d'assistance aux autres administrations. Cette gestion est confrontée à des défis qui incitent les observateurs avertis à attirer l'attention sur certaines insuffisances. La gestion des frontières doit être renforcée. C'est ce qui a commencé à être fait avec la mise en place de nouvelles unités. Mais il est également important de développer aussi l'aspect proprement économique de la sécurisation des frontières en mettant plus de moyens dans la mise en place de programmes de développement régionaux transfrontaliers. La crise de Bakassi, l'éruption de la secte Boko Haram et la crise centrafricaine ont poussé le Cameroun à l'amélioration de la gestion de ses frontières.
Plus de 262 milliards de francs CFA pour développer l'élevage et remettre à niveau les réseaux de transport de l'électricité au Cameroun. Les financements sont disponibles. La Banque mondiale a décidé d'accompagner le gouvernement camerounais. Ces deux chantiers sont traités en mode urgence, à la fois comme levier du développement économique et pourvoyeur du bien-être social. Le compte rendu de Marie-Laurence Quay. Le premier accord est celui du financement du projet de développement de l'élevage Prodel. Montant du crédit, 60 milliards de francs CFA. C'est le premier projet de la Banque mondiale dans la région Afrique à être dédié uniquement à l'élevage. On va appuyer l'amélioration de la productivité, de la commercialisation des produits de l'élevage et aussi donner un appui aux communautés pastoraux et agro-pastoraux. Il s'agit ici d'accompagner tous les agroproducteurs, les petits producteurs, les producteurs moyens, la modernisation du système de production. Le deuxième secteur mis à l'honneur est celui de l'énergie. Montant de l'enveloppe, plus de 202 milliards de francs CFA. Le projet de remise à niveau du réseau de transport de l'électricité et d'appui à la réforme du secteur Sonatrel vise à améliorer la capacité et la fiabilité du réseau d'électricité au Cameroun. Il s'agit de reconstruire les lignes électriques et les ouvrages associés. Nous allons connecter nos trois réseaux interconnectés. Le RIN, réseau interconnecté Nord, le RIS, puis le RI, il faut les mettre ensemble dans la perspective de satisfaire la demande domestique en électricité. Occasion pour le ministre Louis-Paul Motazé de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire de rassurer le partenaire Groupe Banque mondiale que le Cameroun veillera au respect de ses engagements en vue du plein succès de ces nouveaux projets. Quand le développement agricole inspire l'art graphique, 12 élèves des lycées et collèges de Yaoundé et de Douala ont été retenus pour la finale du concours baptisé Be Involved for the Youth. L'idée originale a permis de voir s'exprimer l'amour de la terre et les bienfaits de l'agriculture à travers des tableaux et des dessins, des œuvres présentées hier à un ministre de l'Agriculture ravi. Le reportage de Carmen Bilé. Nicolas Evuna, 17 ans, explique la symbolique de son œuvre au ministre de l'Agriculture et à sa suite. Il a été reçu premier au concours national d'art graphique du programme Be Involved for Youth, BIFTY, initié par OnSpot Enterprise Cameroun à l'attention des élèves du secondaire. Ce mardi, ces 12 lauréats sont venus présenter leurs trophées et leurs œuvres à Henri Eyebe Haïssi. Je suis heureux. À travers mon dessin, j'ai voulu montrer le dynamisme de la jeunesse dans le développement agricole, aussi de la mécanisation et de l'organisation pour pouvoir aboutir à une agriculture de seconde génération. Pour l'occasion, le Minader était accompagné de ses homologues de la jeunesse, des enseignements secondaires et de l'élevage. Les membres du gouvernement ont tour à tour encouragé les jeunes à se lancer dans l'art de la terre. Nous venons célébrer ce que nous constatons, à savoir que l'appel du chef de l'État lancé à la jeunesse pour s'approprier le travail de la terre est entendu. Il est entendu par les jeunes de tous âges. Ce concours du programme BIFTY, qui a sa deuxième édition, vise à inciter les élèves du secondaire à s'intéresser à l'agriculture, véritable levier de l'économie camerounaise. Le travail consiste à créer un buzz, de prôner une envie, de considérer que l'agriculture ne peut pas être un second couteau. Un peu quand on n'a pas réussi en suivant le long couteau qui est les étudiants à l'université. Le concours BIFTY 2017 était organisé sur le thème « Les jeunes face aux défis du développement agricole ». 7 jours de plaidoyer pour appeler l'attention nationale sur la protection de l'enfant. C'est Ebolova, dans le sud, qui a abrité le lancement de la semaine. Une semaine qui va culminer le 16 juin prochain, 27e journée de l'enfant africain. Sur la place des fêtes de Nkovos, aujourd'hui, et devant la ministre des Affaires sociales, les députés juniors ont appelé à plus de mobilisation du gouvernement pour adresser les problèmes des jeunes. Le reportage de Nadia Laurentine Amana. C'est une célébration placée sous le signe de la protection de l'enfant camerounais qui s'est ouverte ce jour à Ebolova. C'est pour aider les enfants, pour les protéger
et pour les aider pour qu'ils soient bien dans la société. Les enfants de la région du Sud ont un problème de sous-scolarisation dû à l'abandon des parents pour aller en aventure. Donc ils laissent les enfants à leurs grands-parents et il y a aussi le manque de moyens. Rendue à la 27e édition, la journée de l'enfant africain vise cette année à mobiliser la communauté nationale autour des préoccupations des enfants. Il y a tout un arsenal juridique qui a été mis en place. Il y a des actions concrètes aussi qui sont menées au niveau de l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès aux soins de base. Des chants et danses ont agrémenté cette cérémonie, des actions sociales aussi, comme cette remise des moustiquaires imprégnés aux centres sociaux de la ville. Le point culminant des festivités ici, le sketch présenté par ces enfants le temps d'un jour, membres du gouvernement. Pour la prochaine étape de la célébration de l'enfant africain au Cameroun, rendez-vous le 16 juin prochain à l'Assemblée nationale où se tiendra la 19e session du Parlement des enfants africains. Revenons sur la récente visite de travail du ministre du Développement urbain et de l'Habitat dans le Septentrion. À Marois, Jean-Claude Mbointiou a évalué l'avancement du chantier des 100 000 logements pilotes en cours de construction. Les travaux sont au ralenti du fait de l'insuffisance d'ouvriers. Le ministre a rappelé l'importance de ces logements sociaux qui s'inscrivent dans le cadre du plan d'urgence triennal prescrit par le chef de l'État. Le reportage d'Ousmane Assanda, CRTV Extrême Nord. C'est par bus que la délégation conduite par le ministre du Développement urbain et de l'Habitat a parcouru les 209 km qui séparent Garoua de Marois pour visiter le site de construction de 100 logements sociaux de Marois. Ce cadeau du chef de l'État, dans le cadre du plan d'urgence triennal, vise à offrir à la population un toit décent à un prix accessible et en même temps à réduire le chômage en employant les ouvriers de la localité. Ce projet de 18 immeubles, de 40 villas, des équipements socio-culturels et d'un espace de sécurité a livré par l'entreprise marocaine Alliance le 20 décembre 2017 et exécuté à hauteur de 20%. L'entreprise a choisi de démarrer d'abord toutes les fondations qui sont déjà exécutées à 100% compte tenu des problèmes climatiques et de la nature du sol. Il faut donc purger et remplacer ce sol-là par du sable. Quelques bâtiments qui sont déjà au niveau, n'est-ce pas, appréciable. Pour respecter le cahier des charges, le MINDU instruit l'entreprise de se rapprocher des autorités et de l'élite locale. Nous avons constaté sur le chantier qu'il n'y a pas grand monde. Il faudrait que pour respecter ce plan de charge, que non simplement la qualité, mais la quantité, n'est-ce pas, du personnel sur le chantier soit améliorée. Le membre du gouvernement, avant de quitter la région, a d'abord visité le chantier bien avancé de la future délégation régionale du MINDU. Le supplément de la rédaction de ce mercredi s'intéresse aux déboires des usagers. Les victimes des transactions électroniques se comptent par centaines chaque jour, pour la plupart des arnaques financières sur Internet qui ont mis de nombreuses personnes sur la paille. Depuis 2010, au Cameroun, un centre d'alerte a été mis sur pied. L'infrastructure à clé publique est aussi un des dispositifs de cybersécurité. Quels sont les bons réflexes à avoir sur Internet? Gisèle Onguéné. Faire la vitrine et ses courses en ligne, quel attrait irrésistible. Rapide, facile, le cyberacheteur conquis hésite difficilement au cyberachat, mais voilà qu'il a tôt fait de regretter ses transactions électroniques. L'usurpation d'identité, c'est plus courante infraction auxquelles font face les usagers de transactions électroniques. En matière d'actes cybercriminels, le scamming, dont les escroqueries sur Internet, représente au Cameroun 80% d'actes cybercriminels. Et pourtant, il est possible d'esquiver le piège.
Didier Akwe est un responsable d'une plateforme digitale. Il connaît très bien le secret et les indices de sécurité. Donc, lorsque vous tapez le nom de notre site, AC Expertise, vous allez voir que c'est bien écrit HTTPS, donc avec l'élément de sécurité, avec la clé, avec le cadenas qui confirme que nous sommes sur un site sécurisé. L'État, soucieux de la sécurité des citoyens, a pris les dispositions en 2010 pour prévenir la cybercriminalité et secourir les victimes. C'est au centre d'alerte de l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication. Nous avons une mission de veille sécuritaire. L'appui que nous apportons aux forces de l'ordre, notamment à Interpol, pour traquer les cybercriminels qui résident au Cameroun ou alors qui ont commis des actes pour lesquels un seul élément d'extranéité se trouve au Cameroun. L'Antique utilise donc des armes comme la sensibilisation, que nous monitorons à distance et 24 heures sur 24. Enfin, à travers une infrastructure qui s'appelle l'infrastructure à clé publique. Vigilance et prudence sont donc les meilleures armures face à la vague virtuelle. Face aux cybercriminels, les consommateurs sont très souvent livrés à eux-mêmes. L'arsenal juridique est encore à la remorque des pratiques qui avancent à la vitesse grand V. Le commerce en ligne se banalise, vous l'avez vu, mais c'est très souvent une opération périlleuse. Aucune garantie, aucun filet juridique. Martine Noël-Dengue. A priori, facilite la vie aux consommateurs. Seulement, la sécurité autour n'est pas garantie. Ceux qui font des transactions électroniques doivent donner certaines informations aux consommateurs. Par exemple, un siège social, en cas de problème, ils peuvent y aller pour se plaindre. Lorsqu'elles ne sont pas respectées, vous pouvez donc porter plainte. La technologie va vite, la législation traîne. C'est ainsi que la loi de 2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun se réfère au code pénal pour appuyer les sanctions à l'endroit des contrevenants. La loi définit plus les sanctions un peu dans le style de l'amende, la réparation civile quoi. Mais les sanctions pénales, c'est surtout dans le code pénal. L'identification des faussaires, c'est le plus difficile, certes, pas impossible. Nous avons l'Interpol, qui est donc les officiers de police judiciaire qui ont les compétences transfrontalières et peuvent commencer les enquêtes dans un pays et continuer dans un autre pays. Mais eux ne peuvent que faire aussi avec les indices qui peuvent les diriger vers la personne. Donc, si vous n'avez pas les indices qui peuvent les diriger vers la personne, c'est un peu difficile. La prudence reste l'arme la plus efficace quand on ne peut plus se passer des transactions électroniques. À côté des arnaques financières, il y a les atteintes à la moralité et à la décence. Alors comment réguler les réseaux sociaux au Cameroun? La question revient ces derniers temps avec acuité à la vue des dérives qui font des réseaux sociaux le principal vecteur des fake news, ces fausses nouvelles qui se répandent par le jeu des forats. Tout y passe, y compris des sujets souvent sensibles et délicats. Oswald Medung. Au Cameroun, les réseaux sociaux ont su tisser leur toile, un peu trop vite peut-être. Véritable phénomène, ils ont bousculé les codes pour offrir une plateforme d'expression à toutes les mains, expertes ou non, avec une prédominance des mains les moins expertes. Juste un clic a suffi pour faire le déclic. Mais dans un univers nouveau, sans garde-fou, les dérives n'ont pas tardé à apparaître, et la toile a dévoilé le côté hideux de sa lame à double tranchant. Du coup, la question de la régulation se pose. C'est une préoccupation international. Même en Europe, le problème se pose. Dans certains pays européens, on a demandé à ces structures-là de prendre des licences en bonne et due forme pour permettre aux régulateurs de bien les contrôler. Mais au fait, peut-on vraiment réguler les réseaux sociaux? La réponse des spécialistes en communication est sans embâche. Non, je dis non. Je dis d'un point de vue technique, permettez-moi de dire que c'est ridicule d'envisager un certain nombre de postures. Les applications des réseaux sociaux nous font fonctionner dans ce qu'ils appellent en anglais le no limit, le partage d'informations en toute liberté. S'il faudra s'habituer aux dérives des applications des réseaux sociaux, il reste qu'une forme d'éducation est nécessaire. Il y a donc une grande opération d'éducation aux médias qu'il faut faire au Cameroun. Dans les réseaux sociaux, on fait feu de tout bois, quitte à brûler les plus précieux, au nom de la liberté d'aller et de venir sur la toile, entretenue par l'impression d'être anonyme.
ce qui donne libre cours aux dérives décriées aujourd'hui, des dérives qu'il convient de réfréner. Mais en attendant que la question soit définitivement tranchée, les réseaux sociaux sont encore du pain béni pour de nombreux consommateurs camerounais. Sur très hautes instructions du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le ministère des Enseignements secondaires a bénéficié d'un appui financier spécial pour l'organisation sereine des examens et concours de la session 2017. Le déblocage du dit appui financier spécial ayant effectivement commencé, le ministre des Enseignements secondaires informe tous les intervenants de la chaîne des examens et concours de la session 2017 que le paiement de leurs droits démarre le jeudi 8 juin 2017 sur l'ensemble du territoire et se poursuivra jusqu'à son terme. Le ministre des Enseignements secondaires les remercie pour leur engagement et leur conscience professionnelle et les exhorte à poursuivre le travail pour assurer aux examens et concours de cette année une parfaite réussite. C'est la teneur d'un communiqué signé par Jean-Ernest Masséna Ngale Bibé, ministre des Enseignements secondaires. Agnéré Châtel va mieux. Le pronostic vital de la jeune élève de 17 ans n'est plus engagé. L'équipe médicale de l'hôpital Baptiste de Bingo a effectué avec succès des opérations chirurgicales suite à l'agression sauvage d'hier. Alors qu'elle se rendait à son centre d'examen à Bamenda, la jeune candidate au BEPC a été attaquée sauvagement par des individus cagoulés et à moto qui l'ont lacérée au sang, la laissant pour morte. Aux dernières nouvelles, la police aurait mis la main sur 3 suspects. Elvis Ngui Maison de CRTV Nord-Ouest. C'est à cet endroit, entre la barrière du parcours Vita et le lycée bilingue de Ntamolung, que la jeune élève Agnéré Chantal Châtel, 17 ans, a été grièvement blessée par 2 individus en cagoule sur une moto. Les 2 individus disaient vouloir les empêcher, ses 2 camarades et elle, de se préparer pour affronter avec sérénité les épreuves du DCE Ordinary Level qui démarre le lundi prochain. Grâce à la prompte réaction des sapeurs-pompiers, dont la caserne est proche du lieu de l'incident, la jeune fille a pu arriver à temps à l'hôpital régional de Bamenda. Sur son corps, elle a eu 2 blessures au niveau de son bras droit, une blessure au dos et 2 blessures au niveau des 2 cuisses. C'était des blessures profondes, surtout au niveau de son bras droit. Et elle a même eu des fractures à ce niveau-là. Et c'est à cause de ces fractures-là qu'elle est évacuée en Bingo. La patiente, ainsi stabilisée, a été évacuée au Bingo Baptist Hospital pour une intervention chirurgicale effectuée par un médecin orthopédiste. On fait la chirurgie pour lever le plaie et aussi mettre le fer pour la fracture et corriger le tendon qui a lacéré. Elle est très stable maintenant. Certes, le pronostic vital de Agnéré Chantal Châtel n'est plus engagé, mais elle ne pourra pas se présenter à l'examen du DCE Ordinary Level cette année. Moins de 48 heures après l'agression, la police a réussi à mettre la main sur 3 suspects. Leur exploitation est en cours et un membre de l'élite locale a décidé de supporter tous les frais médicaux. Les vœux de prompt rétablissement du 20h30. Après le Conseil supérieur de la magistrature, le président de la République a signé quelques décrets importants. On retient notamment que Ndjéré Emmanuel est nommé président du TCS, le tribunal criminel spécial, que Yap Abdou devient le premier avocat général près la Cour suprême et que M. Ayapol fait valoir ses droits à la retraite. Cet important décret du chef de l'État sera exploité de manière encore plus large dans nos prochaines éditions d'information.
Pas de liberté provisoire pour les personnes arrêtées dans le cadre de ce qu'il convient d'appeler la crise anglophone. C'était la demande formulée par l'avocat des accusés Nkongo Félix Agbo et Fontem Afoteka Neba, considérés comme les grands meneurs des mouvements qui ont paralysé les régions du nord-ouest et du sud-ouest durant des mois. Le tribunal militaire de Yaoundé a également décidé du maintien en détention des 25 autres accusés. L'examen du dossier, au fond, va débuter le 29 juin prochain. Le compte rendu d'audience de Rodrigue Bertrand Tuino. C'est à 11h24 que le collège des juges, conduit par son président, le colonel Abegam Bezois, fait son entrée dans la salle d'audience. Les 27 accusés et leurs conseils s'y trouvent déjà. 4 minutes après, l'audience s'ouvre. En l'absence de réquisition spéciale du ministère public interpellé par le président, ordre est donné au greffier de vérifier la présence effective des 27 accusés. C'est qu'il fait. Le colonel Abegam Bezois entame alors la lecture de la décision par le rappel du chemin déjà parcouru depuis l'ouverture du procès, avec en bonne place la demande de mise en liberté provisoire assortie d'un placement sur surveillance judiciaire de Nkongo Félix Agbo et de Fontem Afoteka Neba, ainsi que la demande de mise en liberté provisoire des 25 autres accusés dans le cadre de la même affaire. Ensuite, la sentence tombe. Demande rejetée avec ordre de maintien en détention de tous les 27 accusés. Motif du refus. Le tribunal militaire est saisi par un ordre de mise en jugement direct, alors que pour prononcer la liberté sur surveillance judiciaire, il aurait fallu que le tribunal eût été saisi par ordonnance de renvoi. L'audience est suspendue. Les débats reprendront le 29 juin. Il est 11h48. L'audience a duré 20 minutes. Le Parlement camerounais fait sa rentrée demain jeudi pour le compte de la deuxième session ordinaire de l'année législative en cours. Au Sénat et à l'Assemblée nationale, l'ambiance était aux préparatifs en cette veille de session. Voici d'ailleurs quelques clichés saisis par notre reporter Clarisse Emilientan. La rentrée parlementaire se prépare activement à l'hémicycle de Ngouaïkele. De petites mains expertes hissent le drapeau de la République sur des mâts par-ci, pavoisent et fleurissent par-là, vérifient le confort d'écoute des casques pour d'autres, etc., etc. Un travail de fourmi minutieusement contrôlé par une importante délégation des hauts responsables du secrétariat général de l'Assemblée nationale. Et en termes de vérification, aucun compartiment du Palais des Verts n'échappera à cette inspection. La salle des portraits, l'hémicycle en passant par la salle des pas perdus, les salles de commission et les espaces de vie. Au terme de ce tour du propriétaire, savamment orchestré, suivra une séance de travail coordonnée par le secrétaire général de l'institution, Victor Yéné Osomba. À la veille d'une session, nous prenons des dispositions pour un bon déroulement de la session. Et je crois, en ce qui nous concerne, que nous sommes fin prêts. À l'hôtel des députés, où quelques élus du peuple ont déjà pris leur quartier, tout est mis en place pour un séjour agréable des honorables députés. En dehors de nos vigiles, les gendarmes, une équipe de gendarmes et de policiers qui sont là, et tous les véhicules qui entrent sont minutieusement fouillés de bas en haut. Il en est de même des visiteurs. Quelques élus rencontrés ici et là n'ont pas hésité à décliner leurs attentes par rapport à cette session ordinaire du mois de juin. Nous voudrons que la constitution de 96 soit appliquée et que la décentralisation soit effective en matière de création des conseils régionaux. C'est très très important pour que nos populations voient le développement. Nous savons ce que le gouvernement fait déjà pour nos populations, nous savons ce qu'il fait pour la jeunesse, mais nous disons aussi que ce n'est pas suffisant. On pourrait, au cours de cette session, procéder à quelques correctifs budgétaires. Donc, nous attendons qu'on nous présente tous ces tests-là et puis on verra, on va apprécier. Plus que quelques heures et le temps des travaux et autres délibérations et débats sera véritablement donné.
C'est la troisième une de votre 20h30. Le diocèse de Bafia a un nouvel administrateur apostolique, Monseigneur Abraham Comé, par ailleurs évêque du diocèse de Bafan, a été nommé hier par le pape François. Le prélat de 48 ans va assurer l'intérim après le décès tragique de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Le corps de l'évêque de Bafia a été retrouvé, souvenez-vous, dans la Sanaga vendredi dernier. Le nouvel administrateur apostolique de Bafia doit donc panser les plaies encore béantes des fidèles et apaiser les cœurs toujours hébétés après le départ brutal de celui qui a encadré la foi des fidèles pendant ces 14 dernières années. Reportage à Bafia, Steve Tiega et Kembenge. Il arrive et il s'appelle Abraham. Monseigneur Abraham Comé, comme un guide de la foi, vient reconforter une communauté orpheline. Et ça commence par une émotion d'accolade avec des mots de condoléances mutuelles et aussi ceux de sa mission. C'est une mission très lourde, mais une mission nécessaire. L'Église est continuité. Dans l'Église, on l'attendait sans pleurs certes, mais sans sourire non plus. Et ça se comprend. Comme un appel au secours des affligés dans cette cathédrale dédiée à Saint Sébastien, martyr et défenseur de l'Église, Monseigneur Abraham Comé invoque l'Esprit Saint 3 fois dès sa première minute de parole. Esprit Saint, tu es président, viens toucher nos cœurs. Le doyen des prêtres, l'abbé Pierre-Marie Bécona, le remercie d'avoir répondu à leur appel de détresse, jusqu'à la nomination d'un nouvel évêque qui les accompagnera sur un chemin de foi, avec un évangile qui chasse le doute et la peur. Il n'y a pas raison d'avoir peur. En me situant dans les Saintes Écritures, il faut avoir peur de ceux qui peuvent porter atteinte à la vie éternelle, et pas seulement à ceux qui portent atteinte au corps. Engagement et tenue pastorale entre le noir du deuil et le rose qui chapeaute le bonheur de ceux qui croient et espèrent. La grande famille Etoudi s'est rendue aujourd'hui à Auvin, le village natal de feu Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, dans la Meufoué à Kono. Le patriarche, le Zomlo, Laurent Serge Etundingwa et sa délégation sont venus apporter réconfort moral et soutien matériel à la famille rapprochée de l'illustre prélat disparu dans des circonstances qui restent à élucider. Reportage Pierre Binambarga. Auvin porte le deuil. Depuis l'annonce de la mort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, la vie tourne au ralenti. La douleur déchire les cœurs. Presque toutes les familles étudiées se sont transportées à Auvin ce mercredi, réconforter leurs frères éprouvés. Nous sommes venus compatir avec nos frères, les soutenir et leur dire que nous sommes tous au cœur de l'organisation en termes de notre assistance. Ce réconfort moral, accompagné de quelques denrées alimentaires, est accueilli par des mots qui sortent du fond du cœur. Tous les 9 démembrements de notre grande famille se trouvent là. Et nous leur disons grandement merci. L'assiduité à la prière est recommandée à toutes les filles et à tous les fils étoudis. Pour quelqu'un comme Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, lorsqu'il meurt, nous prions pour que sa mort serve aussi au renforcement des liens de fraternité entre les étudiants. Comme à l'ordination épiscopale en 1993, comme à la célébration des 10 ans d'épiscopat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala en 2013, toute la communauté étudie se mobilise massivement pour aller faire ses adieux à Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. En culture, une exposition a démarré aujourd'hui à l'ambassade du Cameroun à Paris, une exposition sur Bimbia. Elle se tiendra dès ce jour et jusqu'au 13 juin 2017. Le ministre des Arts et de la Culture, le professeur Narcisse Mouele-Kombi, y conduit une délégation. Cette exposition se tient en prélude au symposium international sur le thème Bimbia, lieu d'esclavage, mémoire de l'humanité, qui se tiendra au musée national de Yaoundé du 20 au 22 juin 2017.
Restés au taquet, imbibés de la mission de service public, les journalistes des rédactions radio et télé de la CRTV ont été reboostés et reconfortés par leur directeur général. Charles Ndongo a visité ces rédactions aujourd'hui. Des félicitations et des encouragements pour apaiser les troupes et les remettre en confiance sur le terrain des défis quotidiens, certains toujours plus contraignants que d'autres. Carmen Billet, reportage. C'est un manager satisfait et fier de ses employés que le directeur général de la CRTV s'est rendu tour à tour ce mercredi à la maison de la radio, puis au centre de production de Mbaladou. À chacune de ces escales, Charles Ndongo est venu saluer la couverture médiatique irréprochable des récents événements des Bebda et Bafia par les équipes des directions de l'information TV et radio. En effet, pour le directeur général, les reportages variés sur la disparition puis le décès de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala ont redonné à la CRTV sa place de référence dans le paysage médiatique camerounais. Pendant l'entretien avec ses personnels, le DG a félicité solennellement toutes ses équipes qui ont travaillé d'arrache-pied dans un environnement où elles étaient confrontées aux vraies fausses vérités des réseaux sociaux. À tous, il a recommandé de continuer à résister à la pression et de toujours recouper une information auprès des sources crédibles. Le top management de la CRTV a instruit aux directeurs opérationnels et autres rédacteurs en chef de rester attentifs afin de détecter les personnels travailleurs dévoués et disponibles, amener ceux qui se démarquent à mettre leur talent au service de l'entreprise. Charles Ndongo a saisi l'occasion de cet échange avec les personnels des DI Radio et TV pour leur demander d'avoir pour principale boussole le professionnalisme, valeur qui permettrait à la CRTV de tenir son rang. Des awards pour célébrer le mérite sportif. La grande finale de la cérémonie des récompenses des meilleurs acteurs de la scène sportive camerounaise a eu lieu hier soir au Hilton Hotel de Yaoundé. L'événement a été organisé par la radio Sport Info, la RCI de Martin Camus-Mimbe, une radio basée à Douala. Des personnalités et des structures ont été honorées pour leur rayonnement au Cameroun et à l'international. Mohamed Nana, reportage. Des sportifs portés en triomphe, leurs exploits et leurs talents reconnus et célébrés. Une soirée qui place le mérite sur la première marche du podium. Des trophées qui consacrent la reconnaissance de Radio Sport Info aux acteurs du mouvement sportif. Des figures majeures du sport ont été couvertes de gloire. Le directeur général de l'ANAFOOT, Enon Gathiou, reçoit le prix spécial René Osomba. Le gardien des buts des Lions indomptables, Fabrice Ondois, décroche le prix spécial Samuel Eto'o. L'une des prodiges du football féminin, sacrée meilleure joueuse de la CAN 2016, ajoute une étoile de plus sur sa crinière. Merci au groupe RSI parce que pour moi c'est vraiment énorme de savoir que tout ce qu'on fait, lorsqu'on fait du bon travail, on est toujours récompensé tôt ou tard. Et merci à tout ce monde pour ce groupe. La presse qui commente et consigne par écrit les exploits de ces athlètes, a également vu ses efforts récompensés. Un moment de célébration unique. Le public nombreux est venu honorer les sportifs de l'année. Parce que le sport est une affaire de mérite, le promoteur Martin Camus-Mimbe entend inscrire l'événement dans la durée. L'invité spécial Samuel Eto'o s'est vu décerner le prix de meilleure représentation sportive diaspora. Une vingtaine de distinctions au total pour des lauréats dans 19 catégories. Pour cette soirée, il n'y avait qu'un seul camp, celui du mérite. Le 20h30 qui s'achève sur ces images de la soirée des Awards RCI. Le Conseil supérieur de la magistrature s'est tenu aujourd'hui au Palais de l'Unité sous la conduite du président de la République, Paul Biya. Les dossiers disciplinaires et des dossiers de carrière des magistrats ont été examinés à cette occasion-là. Le président de la République, à la suite de ce conseil, a signé d'importants décrets dont on retient par exemple qu'Emmanuel Ndiéré est nommé président du tribunal criminel spécial, qu'Abdou Yap devient le premier avocat
avocat général à la Cour suprême et que Paul Aya fait valoir ses droits à la retraite. Nous avons également parlé du sort de Agniré Châtel. Elle va mieux. Cette élève agressée hier à Bamenda a subi des opérations chirurgicales et son pronostic vital n'est plus engagé. Et puis également cette bonne nouvelle qui vient réconforter les fidèles du diocèse de Bafia. Ils ont un nouvel administrateur apostolique, Monseigneur Abraham Comé, qui est allé prendre contact avec ce diocèse affligé encore par le décès de son évêque, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Merci de votre fidélité au 20h30. Merci de rester sur la CRTV. Connecter non, le riz, puis le riz, il faut les mettre ensemble dans la perspective de satisfaire la demande domestique en électricité. Occasion pour le ministre Louis-Paul Motazé de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire de rassurer le partenaire Groupe Banque Mondiale que le Cameroun veillera au respect de ses engagements en vue du plein succès de ces nouveaux projets. Quand le développement agricole inspire l'art graphique, 12 élèves des lycées et collèges de Yaoundé et de Douala ont été retenus pour la finale du concours baptisé Be Involved for the Youth. L'idée originale a permis de voir s'exprimer l'amour de la terre et les bienfaits de l'agriculture à travers des tableaux et des dessins, des œuvres présentées hier à un ministre de l'Agriculture ravi. Le reportage de Carmen Bilé. Nicolas Evuna, 17 ans, explique la symbolique de son œuvre au ministre de l'Agriculture et à sa suite. Il a été reçu premier au concours national d'art graphique du programme Be Involved for Youth, BIFTY, initié par On Spot Enterprise Cameroun à l'attention des élèves du secondaire. Ce mardi, ces 12 lauréats sont venus présenter leurs trophées et leurs œuvres à Henri Eyebe Haïssi. Je suis heureux. À travers mon dessin, j'ai voulu montrer le dynamisme de la jeunesse dans le développement agricole, aussi de la mécanisation et de l'organisation pour pouvoir aboutir à une agriculture de seconde génération. Pour l'occasion, le Minader était accompagné de ses homologues de la jeunesse, des enseignements secondaires et de l'élevage. Les membres du gouvernement ont tour à tour encouragé les jeunes à se lancer dans l'art de la terre. Nous venons célébrer ce que nous constatons, à savoir que l'appel du chef de l'État lancé à la jeunesse pour s'approprier le travail de la terre est entendu. Il est entendu par les jeunes de tous âges. Ce concours du programme BIFTY, qui a sa deuxième édition, vise à inciter les élèves du secondaire à s'intéresser à l'agriculture, véritable levier de l'économie camerounaise. Le travail consiste à créer un buzz, de prôner une envie, de considérer que l'agriculture ne peut pas être un second couteau. Un peu quand on n'a pas réussi en suivant le long couteau qui est les étudiants à l'université. Le concours BIFTY 2017 était organisé sur le thème « Les jeunes face aux défis du développement agricole ». 7 jours de plaidoyer pour appeler l'attention nationale sur la protection de l'enfant. C'est Ebolova, dans le sud, qui a abrité le lancement de la semaine. Une semaine qui va culminer le 16 juin prochain. Les membres du Conseil à l'esplanade du Palais de l'Unité pour une photo de famille, ultime acte de cette session mémorable du Conseil supérieur de la magistrature qui à coup sûr fera date dans l'histoire de notre pays. Pour la première fois, le Cameroun a célébré aujourd'hui la Journée africaine des frontières. Notre pays prend le train en marche en cette 7e édition. Le Cameroun partage plus de 450 000 kilomètres de frontières. C'était donc l'occasion pour le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation d'expliquer la politique de notre pays en la matière, brassage, cohabitation, participation et intégration. Le reportage de Jean-Paul Pondo. À l'instar de celles des autres États africains, les frontières du Cameroun sont matérialisées ou démarquées par-ci, mal délimitées ou peu tracées par-là. L'héritage de la colonisation est encore prégnante dans ces zones de prédilection des conflits entre les États voisins. Pourtant, les frontières sont des espaces de développement, comme le démontre le thème de cette célébration au Cameroun. Nous célébrons cette journée pour bien montrer que nous sommes un pays
qui veut vivre en bonne intelligence avec les autres pays, il ne s'agit pas de faire en sorte que les frontières soient des facteurs de séparation ou de division. En reprenant le message de la Commission de l'Union africaine, Jean-Gérard Mezumela, le représentant résident au Cameroun, a interpellé les jeunes à qui la journée est consacrée, ainsi que les États à prendre des mesures en vue d'une maîtrise partagée de leurs frontières. Allant dans le même sens, le ministre René Emmanuel Sadi a présenté l'approche camerounaise de gestion des frontières. Nous avons, avec des États de la sous-région, mis en place des comités bilatéraux, des comités ad hoc sur les frontières, sur la coopération transfrontalière, et que à l'échéance 2022, nous aurons effectivement bouclé. La problématique sur la gestion des frontières nécessite des actions concertées, nationales et multinationales, si l'on veut atteindre des objectifs assignés aux États à l'horizon 2022 par l'Union africaine. C'est un vrai paradoxe qui a suscité la réflexion autour des frontières. Les frontières, espaces de délimitation, de séparation et de différence, mais aussi espaces potentiellement catalyseurs de développement. Des experts ont croisé leurs opinions sur la question au cours d'un débat organisé à l'ENAM, banquet intellectuel pour marquer cette 7e journée africaine des frontières. Rodrigue Bertrand, tuez-nous. Les frontières du Cameroun le séparent de 6 États en Afrique. Et comme tout État, celui du Cameroun gère ses frontières dans un savant... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h30 sur la CRTV, les titres du journal. Une session très attendue. Le Conseil supérieur de la magistrature s'est tenu aujourd'hui sous la conduite du président de la République. Des questions de carrière et de discipline menues et la prestation de serment des nouveaux membres de l'instance. Une agression très injuste. Une jeune élève de 17 ans a été sauvagement attaquée hier à Bamenda alors qu'elle allait passer ses épreuves du BEPC. Sa vie a été sauvée de justesse après de multiples opérations chirurgicales. Un intérim très délicat. Monseigneur Abraham Comé est le nouvel administrateur apostolique de Bafia. Il prend la tête d'un diocèse encore meurtri par la mort tragique de son berger, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. 4 heures d'horloge. Le Conseil supérieur de la magistrature aura été exceptionnellement long aujourd'hui. L'instance devait examiner les dossiers disciplinaires et l'évolution de la carrière des magistrats du siège et ceux du parquet. Les travaux du Palais de l'Unité étaient présidés par le président de la République en sa qualité de premier magistrat du pays. Au cours de cette session, les nouveaux membres du Conseil supérieur de la magistrature ont prêté serment. Le reportage d'Yves Macmezzo. Le rendez-vous de ce 7 juin 2017 au Palais de l'Unité était particulièrement attendu par la famille judiciaire et l'ensemble des justiciables de notre pays. Une attente forte, exacerbée par la poussée de fièvre observée dans certaines juridictions au cours de ces derniers mois. Et c'est avec un mélange de gravité et de fierté sur les visages que les membres du Conseil vont, les uns après les autres, faire leur entrée dans la salle des conseils ministériels située au 3e étage du Palais de l'Unité et transformée pour la circonstance en vaste prétoire. Fierté de participer au bon fonctionnement du système judiciaire de notre pays, gravité à l'idée de se prononcer sur l'évolution de la carrière des magistrats. Autour de la salle des délibérations et en attendant l'arrivée du président de la République, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux et par ailleurs vice-président du Conseil, Laurent Isso, le secrétaire du Conseil, Jean Foumanakam, le rapporteur, Marc Atobaombala, les différents membres, anciens et nouveaux, et leurs suppléants. Pendant ce temps, ont été installés dans l'antichambre les magistrats dont les dossiers disciplinaires ont été transmis au Conseil, ainsi que leurs avocats. Des informations puisées à bonne source révèlent que pour cette session de juin 2017, ce sont le dosage des impératifs sécuritaires, géopolitiques et économiques qu'incarnent les forces de sécurité et de défense, ainsi que diverses administrations comme celle des douanes. À la frontière comme à l'intérieur du territoire, la douane a sa place en ce qu'elle exerce à la fois une mission fiscale, celle qui consiste à collecter les droits et taxes, une mission économique qui est une mission de régulation,
une mission de surveillance et de sécurité, et enfin une mission d'assistance aux autres administrations. Cette gestion est confrontée à des défis qui incitent les observateurs avertis à attirer l'attention sur certaines insuffisances. La gestion des frontières doit être renforcée. C'est ce qui a commencé à être fait avec la mise en place de nouvelles unités. Mais il est également important de développer aussi l'aspect proprement économique de la sécurisation des frontières en mettant plus de moyens dans la mise en place de programmes de développement régionaux transfrontaliers. La crise de Bakassi, l'éruption de la secte Boko Haram et la crise centrafricaine ont poussé le Cameroun à l'amélioration de la gestion de ses frontières. Plus de 262 milliards de francs CFA pour développer l'élevage et remettre à niveau les réseaux de transport de l'électricité au Cameroun. Les financements sont disponibles. La Banque mondiale a décidé d'accompagner le gouvernement camerounais. Ces deux chantiers sont traités en mode urgence, à la fois comme levier du développement économique et pourvoyeur du bien-être social. Le compte rendu de Marie-Laurence Quay. Le premier accord est celui du financement du projet de développement de l'élevage Prodel. Montant du crédit, 60 milliards de francs CFA. C'est le premier projet de la Banque mondiale dans la région Afrique à être dédié uniquement à l'élevage. On va appuyer l'amélioration de la productivité, de la commercialisation des produits de l'élevage et aussi donner un appui aux communautés pastoraux et agropastoraux. Il s'agit ici d'accompagner tous les agroproducteurs, les petits producteurs, les producteurs moins, la modernisation du système de production. Le deuxième secteur mis à l'honneur est celui de l'énergie. Montant de l'enveloppe, plus de 202 milliards de francs CFA. Le projet de remise à niveau du réseau de transport de l'électricité d'appui à la réforme du secteur Sonatrel vise à améliorer la capacité et la fiabilité du réseau d'électricité au Cameroun. Il s'agit de reconstruire les lignes électriques et les ouvrages associés. Nous allons connecter nos 3 réseaux interconnectés. Le RIN, réseau En tout, 7 dossiers disciplinaires qui ont été enrôlés. L'arrivée du président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, viendra mettre un terme à une impatience amplement justifiée. Première articulation du programme, la prestation de serment des nouveaux membres. Une prestation de serment qui va se dérouler comme le reste des travaux à huis clos. Prévue pour durer 1h30, cette session va finalement s'étaler sur 3h30. Entre-temps, les mises en cause ont été priées de quitter la salle après leur plaidoirie et c'est avec une émotion à peine contenue que leurs avocats vont résumer l'ambiance générale de la séance. Génial, génial. Le président de la République est prêt. Et c'est vraiment un père. Hein. C'est un père. Il nous a mis à l'aise. Et on n'a pas la pression qu'on imaginait avant d'arriver ici. Donc tout s'est bien passé. Je dois donc dire que j'étais très à l'aise en regardant le président de la République qui est prêt, hein, qui est vraiment prêt à gérer. Les individus qui pensent le contraire, je crois qu'ils se trompent. Sincèrement, je vais vous dire une chose. Au quartier, on a l'impression que c'est un autre monde à l'intérieur. Non, le chef de l'État, lui, il avait la parfaite maîtrise du dossier. Le climat était détendu et l'ambiance était très bonne enfant. Émotion partagée pour les membres nouvellement admis au sein de l'auguste institution. Un moment de très grande émotion pour la première fois. Nous avons eu l'occasion de siéger aux côtés du président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons prêté serment normalement, comme cela se fait devant les cours de juridiction, devant un certain nombre de cadres, sauf que nous l'avons fait devant le chef de l'État. Commencé à 11h, c'est finalement dans les alentours de 14h30 qu'on verra les membres du Conseil regagner le perron. Occasion idoine pour le vice-président du Conseil, le ministre d'État Laurent Esso, de livrer la substance des questions abordées. Les travaux ont été très denses. Très denses. Il y a eu beaucoup de dossiers. Mais avant, il y a eu la prestation de serment des membres récemment nommés au Conseil supérieur de la magistrature. Ensuite, il y a eu des poursuites disciplinaires. Il y a eu 7 dossiers de poursuites disciplinaires.
Et ensuite, des intégrations dans la magistrature. Les auditeurs de justice récemment sortis du MENAM. Ensuite, il y a eu des promotions. Suivi de nominations au siège, au parquet, au ministère de la Justice. À l'issue de cette séance de marathon, le président de la République, Paul Biya, va rejoindre